Bienvenue, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on se fait mal au dos, à la nuque, aux épaules. Je m'appelle Olivier Girard, je suis ergonome, posturologue et je suis l'auteur du livre Plein le dos. Là, on va parler du problème et à la fin de la vidéo, je vous montrerai où est-ce que vous pouvez aller chercher les solutions. La première chose que je voudrais que vous ayez dans la tête, c'est que de façon générale dans la vie, il n'y a que deux façons de se faire mal. La première façon, c'est l'accident. Si je tombe d'une échelle qui fait 2 mètres de haut, tout de suite, je me fais mal. D'accord? Et à chaque fois que je tombe de la même échelle, je me fais mal de la même façon. Par contre, quand on me soigne, puisque les causes font partie du passé, il suffit de s'occuper des symptômes. Donc quelqu'un peut s'affairer avec moi, me tripoter, me recoudre, me masser, ce que vous voulez, et ça suffira parce que les causes font partie du passé. C'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne parle pas de la façon rapide et brutale de se faire mal, on parle de la façon lente et pernicieuse. Cette façon lente et pernicieuse, elle s'appelle l'accumulation. L'accumulation ou trouble musculo-squelettique quand on veut avoir un langage un peu plus scientifique. Les troubles musculo-squelettiques ou TMS ne sont pas liés à un événement unique, ils sont liés à une série d'éléments, souvent liés à votre environnement de travail et ou à vos habitudes. Et vous voyez, finalement, on peut prendre l'image d'un verre qui se remplit petit à petit. Le verre, c'est ce que vous voulez. Votre poignet, votre genou, vos cervicales, peu importe. Chaque verre a une certaine taille, une certaine capacité. Et la vie fait que, par le robinet, je vais mettre de la charge mécanique dans le verre. Cette charge mécanique, je vais éventuellement pouvoir l'évacuer du verre en dormant, en faisant des exercices, etc. Ça, c'est la paille. Et fonction de robinet versus paille, le niveau dans le verre va évoluer. Et si, par malheur, le niveau grimpe, alors, un jour ou l'autre, je vais m'approcher du bord. Jusqu'à ce que je sois au bord, je ne ressens rien. Par contre, au moment où j'arrive au bord du verre, là, je fais comme d'habitude. Sauf qu'aujourd'hui, le verre déborde. Ce comme d'habitude, c'est ce que vous appelez un faux mouvement. J'ai fait un faux mouvement, j'ai la nuque raide, j'ai fait un faux mouvement, j'ai un lumbago. Non, vous n'avez pas fait un faux mouvement. Vous en avez fait des millions. Mais c'est le dernier que vous avez en tête parce que c'est lui qui a fait déborder le verre. Vous voyez, la grosse différence entre l'accident et l'accumulation, c'est que dans l'accumulation, à chaque fois que je fais la dernière goutte, normalement, il ne se passait rien. C'est pas comme quand je tombais de l'échelle. Ouais, c'est ça qui différencie l'accident de l'accumulation. Et dans l'accumulation, en fait, les causes font toujours partie de mes habitudes, de mon environnement au moment où le verre déborde. Et par conséquent, s'attaquer aux symptômes ne va pas suffire. Il va aussi falloir s'attaquer aux causes. Et la première nouvelle de cette vidéo, c'est quoi? C'est qui est en charge des causes, c'est-à-dire qui est le ou la seule personne capable de gérer les causes, c'est vous. Jamais un thérapeute qui vous masse, qui vous manipule, ne pourra changer vos habitudes. C'est à vous de faire le boulot. Mon boulot, c'est de vous y aider. Donc, quand on veut soit prévenir, soit guérir les troubles musculo-squelettiques, on doit s'attaquer au robinet, à la paille et à la taille du verre dans cet ordre-là. Finalement, l'image que je prends souvent, c'est celle des caries dentaires. Les caries dentaires sont aussi un problème d'accumulation. Qu'est-ce qu'on a appris à faire? D'une part, ne pas manger trop de sucre, ce qui veut dire maîtriser le robinet. D'autre part, se brosser les dents, ce qui veut dire utiliser la paille. Mais vous voyez, on ne m'a pas appris à bannir totalement le sucre. On ne m'a pas appris à couper le robinet. On m'a appris à maîtriser le robinet. Maîtriser le robinet, ça veut dire admettre que le robinet goûtera toujours un petit peu. Et c'est parce qu'il goûte toujours un petit peu et que je ne veux pas que le verre déborde que je suis obligé d'avoir une paille. Cette paille, aussi connue comme le brossage de dents, c'est 3 minutes 3 fois par jour, 9 minutes par jour, 1 heure par semaine. Pour le dos, la nuque, les épaules et le reste, il faudra faire pareil, il faudra avoir une paille. Mais dans un premier temps, on va s'occuper de ne pas manger trop de sucre. Du coup, question, quelle est l'origine de la charge mécanique sur les tissus, c'est-à-dire de ce truc qui coule par le robinet? Cette origine, elle est quadruple si je peux dire. C'est la combinaison de facteurs biomécaniques et de facteurs psychosociaux, c'est-à-dire c'est la combinaison de posture, activité, durée et stress, ou plus exactement état psychologique. En d'autres termes, ce que je fais, dans quelle posture, pendant combien de temps et dans quel état psychologique.
Je ne vais pas trop parler de l'état psychologique, mais juste une petite remarque. La mère nature, en matière de stress, a prévu deux choses. 1, moins tu es stressé, mieux tu te portes. 2, le stress n'est pas une question de situation, c'est une question de situation qui rencontre une personnalité. C'est-à-dire que finalement, si je veux être moins stressé, j'ai que deux avenues. Soit je travaille sur les situations, je m'organise, je me forme, je communique pour rencontrer moins de situations qui sont moins stressantes. Soit, et ce n'est pas exclusif, je travaille sur ma personnalité, c'est-à-dire en gros, j'apprends à relativiser. À comprendre, c'est facile, à appliquer, je suis d'accord que c'est un petit peu plus compliqué, mais sur le principe, c'est facile à imaginer ce que ça veut dire. Nous, on va faire de la mécanique, posture, activité, durée. Posture, c'est un mot piège, parce que vous voyez, là, je suis debout. Ça, c'est une posture de base, et il y en a 5. Debout, assis, couché, à quatre pattes, à genoux. Là, je suis debout, et là, je suis aussi debout, mais je ne suis plus dans la même posture. Donc vous voyez, je suis dans la même posture, mais en fait, je ne suis pas dans la même posture. Ce qu'un type comme moi, un posturologue, appelle posture, c'est ce que vous faites consciemment ou pas, volontairement ou pas, avec chaque muscle et articulation de votre corps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. D'accord? C'est-à-dire que là, je suis debout, là, je suis différemment debout. La posture se mesure en degrés et en millimètres, et c'est une photo locale et globale de votre corps. On va regarder ce que fait chaque muscle et chaque articulation. Une fois que j'ai caractérisé votre posture, je vais regarder, je vais vous enlever la peau, et je vais regarder à quel point vous êtes tendu sous la peau. Cette tension va être liée soit aux efforts physiques, porter, pousser, soulever, tirer, soit au choc et aux vibrations, soit au froid et à l'humidité. Puis une fois que j'ai vu si vous étiez comme ça ou comme ça, comme ça ou comme ça, je regarde pendant combien de temps et à quelle fréquence vous imposez ça à votre corps. La règle de la mécanique, c'est que vous n'avez le droit de prendre qu'un seul risque à la fois. Vous avez le droit de vous tenir n'importe comment, ce n'est pas un problème, mais pas pendant longtemps. Vous avez le droit de vous tenir n'importe comment, mais pas en faisant un effort physique. Vous avez le droit de porter votre machine à laver, un effort physique, pas de problème, mais pas pendant longtemps et pas dans une mauvaise posture. Donc vous voyez, à la base, mon métier, il est simple. Je suis juste à la recherche de ce que j'appelle des cocktails toxiques, c'est-à-dire des combinaisons de posture-activité, posture-durée, activité-durée, ou les trois ensemble. La difficulté du métier, elle n'est pas là. La difficulté du métier, elle est dans l'image que vous voyez maintenant, et dans cette idée que la bonne posture serait la suivante et le mouvement serait la santé. Vous voyez, imaginez que le type là, il fait 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes. Ouais. Le soir, comment va son dos? Mal. Alors qu'il a beaucoup bougé. Et la même chose pour les concierges, les femmes de ménage, les pompiers, les jardiniers et tous les autres. Ouais. Pourquoi? Parce que globalement, il a beaucoup bougé, mais localement, si je regarde le bas du dos, je vois un cocktail toxique, c'est-à-dire une posture pourrie combinée à une durée prolongée. Et ça, on vient de décrire ça comme une violation de la mère nature. Donc fondamentalement, je ne suis pas d'accord avec cette idée que le mouvement c'est la santé. Attention, je ne vous dis pas le mouvement est inutile. Je dis la qualité du mouvement compte autant que la quantité du mouvement, c'est-à-dire que ce n'est pas alterner entre des postures pourries qui fera que vous allez bien le soir. Par conséquent, il faut qu'on apprenne à reconnaître et à maîtriser les bonnes postures versus les mauvaises. Et pour vous aider à ça, je vais maintenant vous présenter un cadre à la fois universel et à la fois unique. Universel parce qu'il s'applique à tout le monde, j'enseigne à tout le monde, et unique parce que c'est moi qui l'ai inventé, donc vous le retrouverez nulle part ailleurs, qui s'appelle les 3 règles de la posture. Ça fait des années que j'enseigne les 3 règles de la posture à des milliers de gens à travers le monde, quelle que soit leur profession, en privé, en pro, dans les loisirs. C'est pas les règles du fonctionnement du corps en crèche, c'est les règles du fonctionnement du corps, c'est-à-dire le mode d'emploi du corps posé par la mère nature, et il s'applique vraiment à chacun, moi y compris. Si vous suivez ces 3 règles, vous n'aurez jamais besoin de me voir. La règle 1 parle du dos, la règle 2 parle de la nuque, la règle 3 parle de comment je construis mon corps. La règle 1A dit que quand mon dos est avachi, c'est-à-dire rond et compressé, mon poids se reporte sur les disques et ça accélère la survenue d'hernie discale. C'est ce qui se passe typiquement quand je suis assis sur une chaise d'enfant. Vous voyez, mon dos est rond et compressé parce que ma tête va vers mon bassin. Le deuxième effet du dos avachi, vous voyez, regardez ce que ma tête va faire quand je m'avachis. La tête et les épaules partent vers l'avant et tout ça va être source de tension dans la nuque et les épaules. Puis le troisième effet du dos avachi, c'est que comme vous voyez, il plie mes poumons
Et comme il plie mes poumons, il y a beaucoup moins d'air dans mes poumons. Quand je fais les tests d'inspiration profonde puis expiration contrôlée, je me rends compte qu'il y a 2 à 3 fois moins d'air dans mes poumons si je suis complètement avachi que si je suis comme ça. Ça veut aussi dire 2 à 3 fois moins d'oxygène, donc de nourriture pour les tissus. En gros, vous affamez tout le monde. Et ça fait que vous avez moins d'énergie, que les tissus récupèrent moins vite, mais qu'ils fatiguent également plus vite. La règle 1A dit donc, écoute, quand tu fais un truc fréquent, prolongé ou dangereux, ton dos ne doit pas être avachi. La règle 1B lui répond, d'accord, mais ce n'est pas une raison non plus pour avoir le dos creux, comme cette jeune femme qui tient son enfant. Pourquoi? Parce que quand mon dos est creux, j'augmente la pression cartilage sur cartilage dans les vertèbres et donc j'accélère leur usure naturelle qui s'appelle arthrose. La discussion, c'est pas est-ce qu'on va avoir de l'arthrose ou pas, on va tous en avoir. La question, c'est quand et avec quelle intensité. Là, vous accélérez ce que la mère nature avait prévu pour vous. Le deuxième effet du dos creux, c'est qu'il contracte les petits muscles là où la cambrure est plus prononcée. Et cette contraction prolongée des muscles va finir par être douloureuse. Puis le troisième effet du dos creux, c'est quand j'ai le dos creux comme ça, j'ai les muscles du plancher pelvien qui sont complètement décontractés, relax. Et ça, si je combine ça avec un effort physique, que ce soit crossfit, grossesse, sport de charge, le résultat des courses, c'est descente d'organes et incontinence. Donc vous voyez, avachi, ce n'est pas une super idée, mais cambré, excessivement cambré, n'est pas non plus une alternative saine. Le troisième type de dos indésirable, disons, c'est le dos tordu. Tordu comme quand je surveille les enfants au parc et que j'en ai marre de me tenir debout. Ça, c'est tordu depuis le bas. Tordu comme quand je croise les jambes. Ça, c'est tordu depuis le milieu. Tordu depuis le haut comme quand je m'appuie sur mon coude. Ou tordu quand mes épaules sont dans un sens alors que mon bassin est dans l'autre sens, par exemple parce que je prends mon fils pour le mettre dans la chaise sans bouger les pieds, ou dans le lit, peu importe. La règle 1 dit donc, quand tu fais quelque chose de fréquent, prolongé, dangereux, ton dos doit être ni avachi, ni creux, ni tordu. La question à $1 million, c'est comment appellerait-on un dos qui n'est ni avachi, ni creux, ni tordu? Et la réponse n'est pas droit. Pourquoi? Parce que quand vous dites à quelqu'un, enfant ou adulte, tiens-toi droit, il se passe ça, d'accord, qui est cambré. Donc oubliez cette histoire de dos droit. Ce qu'on va aller chercher, c'est la chose suivante. Vous voyez, là, mon dos, il est creux, là, il est avachi, et entre les deux, je sens un plat là où je peux passer la main. C'est pas le dos plat du radiologue qui, lui, est pathologique. C'est le dos plat du mec qui passe sa main dans son dos et qui sent quelque chose de rectiligne. En dessous, il y a quelque chose qui s'appelle les courbures naturelles de la colonne vertébrale. Ça, c'est donc ma règle 1. Ma règle 2 commence par une question qui est, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a des problèmes parce que sa nuque est trop relaxe, c'est-à-dire trop détendue? Réponse non, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que regardez comment la nuque est construite. Dans cette animation, vous voyez première couche, le système cardiovasculaire, deuxième couche, le système nerveux, troisième couche, le système lymphatique, qui vous permet de bien fonctionner au niveau du système immunitaire. Donc vous voyez que là-haut, en gros, c'est plein de tuyaux. C'est ce que j'appelle un centre logistique. Et qu'est-ce qui se passe si j'ai de la tension dans la nuque? Il se passe la même chose que si j'essaye d'arroser mon jardin avec le pied sur le tuyau. Ça fonctionne vachement moins bien. D'accord? Par conséquent, la règle 2 dit un truc tout bête, elle dit tout ce que tu peux faire pour relaxer ta nuque plus, c'est toujours bon à prendre. Je ne vous garantis pas qu'on va réussir à avoir la nuque 100% relax 100% du temps, mais tout ce qu'on peut faire pour aller dans cette direction est un bon investissement. La question qui en découle et qui va compliquer un petit peu les choses, c'est d'accord, mais qu'est-ce qui contracte la nuque? Il y a 9 facteurs. 5 sont liés à votre tête, 4 sont liés à vos bras, puis on pourrait en citer un 10e qui est le stress, mais on a dit qu'on faisait de la mécanique. Les 5 liés à la tête, on en a déjà discuté d'un, c'est tête devant. Le deuxième, c'est extension. D'accord? On peut penser aux peintres qui peignent des plafonds, mais on peut penser aussi à toutes ces positions où vous êtes avachi vers l'avant et vous corrigez la ligne du regard pour regarder la télé ou pour discuter avec quelqu'un. Troisième source de tension dans la nuque, vous voyez, au début, quand je fléchis la nuque, ça se passe bien, et quand j'atteins les 20 degrés, boum, ça devient lourd.
comme quand vous êtes sur votre téléphone portable. Donc flexion plus que 20 degrés est le troisième facteur. Quatrième et cinquième facteur sont les facteurs d'asymétrie. Ça, comme quand vous avez votre téléphone entre l'épaule et l'oreille. Et puis torsion de la nuque, comme j'ai par exemple chez les horlogers qui travaillent avec la loupe sur un œil, mais souvent la montre au milieu. Les facteurs 6, 7, 8, 9 sont liés à ce que vous faites avec vos coudes. Vous voyez, vos coudes sont confortables de 0 à 20 degrés sur le côté. Puis si vous essayez lentement de lever les coudes, vous voyez que ça devient beaucoup plus lourd. D'accord? Ça, on va retrouver souvent cette posture-là chez les gens qui vont sortir un enfant d'un lit à barreaux. L'autre, le septième facteur, c'est la même chose mais vers l'avant. Vous voyez, 0,20 degrés, c'est confortable. Plus que 20 degrés, ça devient lourd. Huitième facteur, quand je tire mes coudes vers l'arrière, par exemple parce que je fais du rameur mais je m'arrête trop tard, ou parce que je mets un correcteur de posture. Et puis le neuvième facteur, quand je m'appuie sur mes avant-bras, c'est je lève les coudes. D'accord? Ça nous fait donc 9 facteurs qu'il faut qu'on essaye d'identifier dans vos activités quotidiennes et d'éliminer par des solutions ergonomiques ou posturales. Les règles 1 et 2 sont celles qui vous visent à vous faire prendre conscience du problème. La règle 3, elle cherche à vous emmener vers une solution en vous faisant observer que le corps, c'est quelque chose qui démarre par terre et qui fait ce qu'il peut pour lutter contre la gravité. Comme une maison, comme un arbre, comme une église. Qu'est-ce qui fait la stabilité de l'église avec le temps? C'est ses fondations. C'est-à-dire que finalement, pour reconstruire le corps, on va devoir faire comme quand on construit une maison. On démarre en bas et on remonte les étages les uns après les autres. Ça a plusieurs implications. L'implication numéro 1, la plus visible peut-être, c'est que le travail de rééducation posturale est toujours ennuyeux parce qu'il va prendre du temps. Je suis obligé de tout passer en revue. L'implication numéro 2, c'est dire chaque fois que tu ne peux pas bouger tes pieds, c'est forcément ton dos, tes épaules qui vont faire le travail. Et donc, quand les pieds sont feignants, c'est le reste qui souffre. Ce qui signifie que, en pratique, je ne vais pas avoir besoin de vous apprendre à contrôler le dos pour le port de charge. Je vais avant tout avoir besoin de vous apprendre à bouger les pieds. Ce qui est aussi beaucoup plus facile parce que mes pieds sont juste là et il est assez facile d'en prendre conscience. Voilà pour le cadre théorique. Maintenant, il reste qu'à appliquer ce cadre pour résoudre les problèmes qui sont liés à votre travail en crèche. Mais finalement, la même vidéo pourrait s'appliquer à n'importe quelle autre profession. Pour résoudre le problème d'un point de vue pratico-pratique, soit votre organisation, votre management a déjà pris rendez-vous avec moi et vous regardez cette vidéo en introduction de l'intervention qui va avoir lieu, soit vous pouvez solliciter une telle intervention en vous rendant sur la page de contact de mon site que je lis dans la description, ou vous pouvez encore, à titre individuel, solliciter une consultation en vidéo et à ce moment-là, on répondra à vos questions personnelles, que ce soit en matière de pourquoi j'ai mal ou en matière de comment puis-je optimiser ma façon de faire ci ou ça. Bien sûr, vous pouvez également partir seul à la recherche des solutions. Elles sont toutes expliquées dans plein le dos et dans les vidéos que vous trouvez sur ma chaîne YouTube.